Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et aujourd'hui on est là pour faire une nouvelle analyse de l'UFC 295 avec le co-main event de cette UFC avec Sergey Pavlovich qui va affronter Tom Aspinall en short notice en combat remplacement de John Jones contre Miocic. Qui n'a pas lieu puisque John Jones s'est blessé à l'épaule et sera absent de la cage pendant au moins 8 mois. Donc voilà, les deux vont s'affronter au Madison Square Garden dans la nuit du 11 au 12 novembre pour le titre intérimaire de la catégorie des poids lourds. On en a déjà beaucoup parlé. Maintenant, il est temps de rentrer vraiment dans le vif du sujet et d'analyser les deux combattants. Il est fort possible qu'on fasse l'analyse la plus courte de l'histoire de Tatami Connexion, étant donné qu'on va essayer de faire du long sur des gens qui ne dépassent pas 3 minutes de combat. Donc ça va être ça va être compliqué. Donc surtout quand on sait que Pavlovich, il y a pas grand chose à analyser une fois que il est sorti de du côté boxe, quoi. Donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par le tail of the tape et on va commencer avec Pavlovich. Donc c'est 1m91 pour une allonge de 213,4 cm, une allonge monstrueuse. C'est 18 victoires, 15 KO, voilà, on l'avait dit. Il y a quand même 3 décisions, donc il est arrivé qu'il ait dépassé le premier round, c'est vrai par le passé. Et il a une défaite par KO contre Overeem, donc on parlera de ce combat-là parce que forcément c'est le seul combat que j'ai vu où on a des éléments, surtout sur le sol, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais bon, en tout cas voilà. Et donc Aspinall, lui c'est 1m96, donc il est plus grand, mais une plus petite allonge avec 1m98,1. Il est à 13 victoires, dont 10 KO, lui aussi. Énorme finisseur et 3 soumissions. Il n'a jamais été à la décision pour le coup. Et il a 3 défaites, donc un KO. Alors, ce qui est considéré comme KO, c'est quand il s'est blessé au genou contre Blade. Donc, c'est pas vraiment un KO. Il a une soumission qui remonte à 2015, qui était une clé de talon. Et un Hauser. Donc, c'est une disqualification pour un coup de coude illégal. Donc c'était aussi il y a longtemps, c'était à peu près dans les mêmes eaux 2015 à peu près. Donc voilà, donc ça remonte à loin en tout cas les défaites d'Aspinall. Rien de significatif sur ces défaites. Exactement. Donc on va commencer par la boxe comme d'habitude avec Pavlovich. Donc première des choses, c'est un énorme puncher. Déjà, ça c'est la première des choses à dire. Il a le KO power, ça c'est une réalité. Il l'a prouvé, quel que soit l'adversaire. Que ça soit avec un jab ou que ça soit avec un cross ou un overhand, il peut déjà sonner n'importe qui. Ça, c'est déjà une réalité. Déjà, même avant de dire ça, c'est que Pavlovich, c'est 100% boxe anglaise. Oui. Il ne kick pas. Non, il peut pas. Ça lève pas. Il est trop ancré au sol. Non, mais oui, effectivement, tu l'as dit, il est ancré au sol. De toute façon, quand on a un gros puncher, il faut avoir de très bons appuis au sol. Donc lui, pour le coup, il peut pas se permettre d'avoir des appuis plus faibles, donc il est très ancré effectivement et il envoie ses parpaings. Il avance, en fait, il met la pression et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il te cadre pour te rapprocher de la cage. En fait, tout simplement, il veut que tu sois dos à la cage. Donc il avance sur toi, il envoie ses jabs. Tu vois, c'est surtout le jab au début. Il l'envoie, tac, et puis après. Pas systématiquement, justement, je trouve. C'est-à-dire qu'il envoie son jab, mais il peut aussi commencer par l'overhand, il peut commencer par l'uppercut. Justement, c'est ce que j'ai noté, c'est qu'il n'a pas d'attaque rituelle, on va dire. Tu vois, il n'a pas son rituel de je vais toujours rentrer avec le jab. Il varie. Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend où est-ce qu'il est dans la cage. En fait, plus il va te rapprocher de la cage et plus il va pouvoir commencer avec son overhand et tout ça. Mais quand il te rapproche de la cage, il a tendance quand même à piquer quand même avec son arme la plus longue qui est le jab. Et après, c'est vrai que très rapidement, il sort du schéma. Et là, il commence à attaquer avec le reste, avec l'overhand, parce que de toute façon, il sait très bien que ce qu'il veut, ce qu'il cherche, c'est le coup dévastateur. Donc, il envoie son coup dévastateur assez rapidement, c'est-à-dire son cross en fait. Donc jab cross ou alors overhand, effectivement. Il a un bon uppercut aussi. Enfin, alors demi-uppercut, tu vois, le jab un peu, enfin le direct un peu remontant. Ouais. Et ça fait mal. Tu sens que chaque coup fait mal. En fait, il change de paradigme à partir du moment où l'adversaire commence à prendre les premiers directs ou overhand et qui monte haut la garde. C'est là où il commence à sortir ses uppercuts. C'est ce que j'ai noté aussi. Donc, et puis uppercut du bras avant ou du bras arrière, les deux, hein, de toute façon. Ils sont super dangereux d'ailleurs. Lorsqu'il touche,
là, il s'arrête plus. Il s'arrête plus, il te saute dessus, il te met dos à la cage. Et en fait, c'est pour ça, en fait, c'est ce qu'il aime, c'est parce que il veut pas que tu puisses fuir. C'est pour ça qu'en fait, il commence à entamer vraiment le gros de son travail de pression quand tu es dos à la cage, parce que c'est là où il va te mettre à la cage et il va t'envoyer ces espèces de crochets uppercut, tu sais, avec son poing arrière. Il va t'envoyer tout ce qu'il peut jusqu'à ce que tu tombes. Donc, il va pas en fait t'enchaîner avec des enchaînements classiques, quoi. Ça va être vraiment, je te colle et je te frappe. Non, mais en plus, c'est vraiment chaque coup qu'il met pendant ses enchaînements il change d'angle à chaque fois au niveau de ses frappes. Exactement. Donc, c'est très difficilement bloquable, on va dire. C'est-à-dire que même si Ouais. vous mettez en boule, et en plus, il prend le temps quand même de regarder ce qu'il fait. Tu vois, Oui. c'est pas, il va se ruer bêtement. Il a toujours le coup d'œil, même il déplace sa tête pour essayer d'éviter les contres dans les enchaînements. Et moi, je le trouve assez précis dans ces phases-là. Même s'il prend des frappes quand même. Hein. Oui. Oui, il est, par exemple, si on fait une corrélation avec, là, pendant qu'on en parlait, ça m'est venu avec, mais justement, comme ça m'est venu, le nom, il faut qu'il remonte avec. Adesanya contre le dernier Pereira. combat. Non, contre le dernier combat. Contre Strickland. Contre Strickland, voilà. Strickland, quand il fait son rush sur Adesanya, tu vois, tu sens que c'est moins calculé, c'est moins habituel que justement Pavlovich. Dans le sens où il envoie toujours la même frappe dans le même axe, et donc c'est facile après pour Adesanya de venir et de sortir. Enfin, facile. Il a pris quand même la foudre. Mais c'est moins dévastateur que quand ça vient justement de différents angles, parce qu'on sait très bien qu'une partie du chaos vient aussi du cognitif. C'est-à-dire que quand tu viens et que t'enchaînes sur différents angles, en fait, le cerveau ne sait plus où bloquer. Il n'y a pas cette habitude de je bloque ici, tu vois, et donc forcément tu tombes plus facilement. Et ça, c'est ce que fait très bien Pavlovich. De toute façon, il a la science du chaos. En plus d'avoir le power punch, il a la science du chaos. Il a aussi un très bon coup d'œil. Il sait contrer en fait sur des contres asynchrones. En fait, je l'ai vu, c'était contre qui? Où il a fait, j'ai plus le nom, mais où il fait en fait, il accompagne le crochet de l'adversaire avec son épaule pour ensuite rentrer lui son crochet dans la foulée. Il a une bonne boxe anglaise. Hein. Franchement, pour le coup, c'est pas que du punch et c'est pas que de la marche avant où il va te frapper. C'est même si tu viens et que tu l'attaques, il va t'accompagner et il va te frapper. Non, en anglaise pure, il est très bon, très solide. Ouais. Donc, et en niveau responsabilité défensive, sur les low kicks, il désengage très bien sur les low kicks. Il accepte pas les low kicks. Donc ça va être très intéressant de voir ça contre Aspinal parce qu'Aspinal frappe énormément au low kick. Ouais. Et donc, il a cette tendance en fait à effacer sa jambe pour continuer à avancer. En fait, c'est ça qui est bien. C'est que d'une part, si tu sapes pas ses appuis, bah, il peut continuer à être puissant sur sa boxe parce que tu sais que ça vient des jambes aussi. On l'a dit tout à l'heure, qui sont ancrées. Mm-hmm. Et en plus de ça, quand tu fais ça, en fait, tu recules, tu reviens tout de suite et tu reprends. Tu peux déjà réengager la marche avant même que le mec il se soit restabilisé parce que finalement, quand tu effaces ta jambe pour le low kick, la jambe elle est embarquée, tu vois, parce que tu mets de la puissance dans ton low kick. Donc vu que ta jambe elle est embarquée, le temps que tu te remobilises, lui il peut continuer à avancer, à attaquer et à frapper, tu vois. Ouais. Et puis de toute façon, il se tient assez loin grâce à son allonge. Donc la distance qu'il a à faire pour reculer sa jambe, elle est moindre. Tu entends là la perceuse? Oui, j'entends, il y a des travaux chez toi. Eh ben voilà, je suis désolé, hein, c'est les aléas du direct. On a quelqu'un qui va faire des travaux le jour où on enregistre ce podcast. C'est pas grave, ça vous fera un peu d'accompagnement sonore. Surtout ceux qui les écoutent dans le métro, tu sais, avec les écouteurs. Bref, on peut pas non plus gueuler, on est lundi. Est-ce qu'on a fait le tour de la boxe de Pavlovich? Boxe simple, hein? Ouais, on va quand même dire qu'il a un sacré menton. Oui, bien sûr. Parce qu'il en prend. Contre Tuivasa, il en prend. Contre Blades, il en prend. Alors Blades, c'est pas forcément un puncher, mais il les prend lui en engageant, tu vois, en avançant, donc il sent pas le dessus et il s'en fout complet. Ouais. Tu peux pas tenter de lui mettre une kimura au mec comme ça, il va plus faire de percée, c'est sûr. Il fait une kimura des deux bras, il va plus rien percer du tout. Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis, on est lundi, on est dans les horaires où il a le droit de faire des travaux, je vais pas gueuler. Hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il fallait bien que ça arrive une fois, que ça soit pour toi ou pour moi. Il fallait bien que ça arrive. Quand c'est pas les gosses qui pleurent, tu vois, c'est les gens qui font des travaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, passons à Aspinal. Aspinal, lui, il est très relâché. Il est dans le sautillement. Finalement, quand tu regardes dans sa boxe, il ressemble un petit peu à Gann. Tu sais, dans ses déplacements et tout ça. Juste sur ce point-là, hein, attention, je fais pas de corrélation complète là-dessus. Mais sur ce point-là, sur ces sautillements, tu vois, c'est deux boxeurs qui. En fait, moi, ce que je trouve intéressant avec Aspinal, c'est que j'ai mis striker ultra complet dans le sens où j'ai l'impression qu'il maîtrise un peu toutes les gardes. C'est-à-dire qu'il peut et sautiller, et s'ancrer dans le sol,
Et avoir une garde un peu Muay Thai où il va être très droit, lever un peu la jambe type Muay Thai. Il fait un peu tout en fait, selon l'adversaire, selon la distance. Selon ce qu'il a envie de faire en plus. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, ça c'est clair. D'ailleurs, il est souvent, il commence souvent, parce qu'il peut changer de garde aussi, et il commence souvent en garde de gaucher. C'est ça qui est marrant, ce que j'ai remarqué. Il commence en garde de gaucher quand il avance sur toi. C'est comme si, par contre, il a un rituel. C'est que tu vois, il est accroupi. Non, mais il est accroupi. Et quand il arrive, il se met en garde de gaucher. Il commence à travailler et très rapidement, il se remet en droitier. Tu sais, comme si le fait de se mettre en gaucher, c'était pour perturber un peu l'adversaire avant de se remettre dans sa garde, dans sa vraie garde, qui est la garde de droitier, quoi. Son schéma, moi j'ai noté qu'il était un peu similaire à celui de Pavlovich, mais avec plus de vitesse. Tu sais, son schéma d'attaque. Lui aussi, il va venir, il va mettre la pression. Lui aussi, il va envoyer. Sauf que la différence, c'est qu'il va envoyer beaucoup plus de feintes de corps que Pavlovich. Mais sur le schéma, tu sais, du jab cross et tout ça, en ligne directe, c'est un peu la même chose. Alors lui, c'est vraiment son arme principale en anglaise, c'est le jab cross. Ouais. Il y a beaucoup moins dans un premier temps, de variété, du percute, de crochet, etc. Je pense qu'il creuse un tunnel. En fait, c'est pas un trou qu'il creuse, c'est un tunnel. En fait. C'est une évasion là. C'est. Vas-y. Oh, j'ai envie d'insulter les gens. Vas-y. Donc jab cross, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est son arme principale et sa droite, elle fait terriblement mal. Ouais. Enfin, tu vois que quand elle passe, souvent c'est la fin. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand elle connecte dur, et lui aussi il a le KO power. Mais pour faciliter tout ça, en fait, je parlais de son système de feinte. Donc il a ses systèmes de feinte de corps où il fait des avancées reculées, et il feinte aussi beaucoup les coups de pied. Tu sais, les front kicks et tout ça. C'est-à-dire qu'il va pas forcément les mettre, mais comme il est relâché, il va envoyer, et puis en fait il va faire réagir, baisser la garde de l'adversaire, et puis en même temps, tu vois, il prend ses petites informations, mais très rapides. Tu vois, c'est pas comme un boxeur qui va prendre des informations sur un round. Lui, en 1 minute, ça y est, il a pris ses informations et il a mis ses feintes en place. Exactement. Par contre, lui comme Pavlovich, et lui peut-être encore pire, lui tu sens qu'il veut absolument finir. C'est vraiment un finisseur. Ouais. Pavlovich, en fait, il finit parce qu'il frappe fort, tu vois. Mais je sens pas cette volonté de mettre le coup de boost pour finir. Lui, c'est parce qu'il touche, il t'éteint. Mais Aspinall, tu sens que lui, dans sa tête, il faut qu'il éteigne tout le monde au premier rang. Oui, c'est clair. En fait, il veut marquer les esprits. Tu vois, c'est vraiment, il a compris que c'était ça qui allait l'amener le plus haut possible, le plus rapidement possible. Donc, effectivement, il veut marquer les esprits. Et puis, peu importe la manière dont il va finir, en fait, tout simplement. Que ce soit en boxe, que ce soit au sol, il le fera. Même si il a plus tendance à rester en boxe qu'à aller chercher la lutte. Tu vois, il va chercher la lutte quand il sent qu'en boxe, il a du mal à éteindre. Tu vois, c'est vraiment ça. On en parlera après. D'ailleurs, son cross, tu parlais de son jab cross. Effectivement, donc cross, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref, jab c'est point avant, cross c'est bras arrière en ligne directe. D'accord. Il peut le placer au corps, c'est-à-dire qu'il varie aussi les hauteurs. Il peut plonger pour venir frapper au corps et faire descendre la garde ou user l'adversaire. Ça, il le fait très bien. Une fois qu'il a touché l'adversaire, il va accélérer avec des enchaînements qui vont être très rapprochés, mais de 3 coups maximum. Tu sais, pam. C'est vraiment sur ce rythme-là. En direct ou en crochet court. En fait, tout dépend en fait de l'adversaire, de la distance qu'il a avec l'adversaire. Tu sais, plus il va être près de l'adversaire, plus il va commencer à envoyer ses crochets. Exemple, le premier round avec Arlovski. Tu sais, où il lui met une foudre à un moment où d'ailleurs, respect à Arlovski d'avoir résisté à ça. Une fois dos à la cage, en fait, son objectif, c'est pareil. Hein, comme je disais, comme Pavlovich, il veut que tu sois dos à la cage. Il veut en fait te coller à la cage. C'est vraiment ça. De toute façon, c'est des mecs qui avancent. Hein, c'est là où ils sont le meilleur. Exactement. Une fois dos à la cage, il va envoyer comme Pavlovich en fait, son point droit en continu. Hein. Il va t'enchaîner, pareil, avec des uppercuts, des crochets. C'est pour ça que je te dis, le schéma, il est assez similaire en fait dans l'état d'esprit. C'est simple, mais c'est efficace. C'est efficace. Il se déplace beaucoup et change de garde, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, il commence, j'ai déjà dit, pardon, commence souvent en gaucher, tout ça. Non, ce qui est important, c'est que quand il est en droitier, par contre, il va se déplacer vers sa gauche vers sa gauche pour envoyer son jab. Tu sais, il va pas l'envoyer forcément toujours directement en avançant. Il va se déplacer pour que l'adversaire te suive. Et quand l'adversaire a suivi, bam, il envoie son jab. Tu vois, ça, niveau technicité de boxe, ça veut dire que déjà, tu sens que dans son anglaise, il y a une technicité qui est poussée.
Tu sais, dans le sens où vraiment il pense aussi à tous ces paramètres-là. Tu vois, c'est pas que boxer pour boxer. Il a aussi cette science du déplacement. Tu sais où aller pour maximiser l'efficacité de ton arme. Et son arme, comme son arme principale, en tout cas première, c'est le jab. Donc voilà, il se déplace. Dès que tu le suis, il t'envoie le jab. Donc ça va être intéressant. Par contre, ces déplacements face à Pavlovich, parce qu'il faut pas rester en ligne avec lui, hein, tout simplement. Ouais, il faut pas rester en ligne parce que, on l'a dit, hein, il a la foudre. Hein. Après, défensivement, tu m'en avais parlé et oui, je l'ai vu en regardant. On termine sur l'offensive d'abord? Ça te dérange pas? Ouais. Sur les kicks, en fait. Beaucoup de low kicks, on le disait tout à l'heure. Des gros low kicks et ses genoux aussi. Hein. Il a de très bons genoux, notamment en contre. Tu sais, je pense à Jack Collier, Collier, je sais pas comment on le prononce, mais avant la séquence de fin là, tu sais, il envoie un coup de genou en contre au corps, pas mal. En fait, quand justement quand il avance sur lui pour envoyer son attaque, bim, il le pique avec. Mais non, même tu sens qu'il a un sacré coup d'œil. Clinch c'est contre Spivak, je crois, ou contre Volkov. À un moment, il se retrouve en clinch, il met un bon genou au corps. Non, en fait, dès qu'il peut lancer les genoux, il va les lancer. Les coudes aussi, il essaye de toucher en coude sur ses entrées. Oui, tout à fait. Il l'a fait à son dernier combat contre Tibura. D'ailleurs, ça touche. Bon, ça avait touché au niveau du front, je crois. Mais c'était le début de la fin, pareil. Et il l'avait fait aussi dans un précédent combat, je ne me rappelle plus contre qui, mais ça n'avait pas touché. Mais tu sens les mauvaises intentions, en tout cas, sur chacune de ses actions. Oui, il veut faire mal. Effectivement, il veut faire mal. Ensuite, tu parlais effectivement, ce que je te disais là, vas-y, sur la défense. Ouais, au niveau de ses retraits de buste. Quand il recule et qu'il fait ses retraits de buste, il a tendance à le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Le problème, c'est qu'avec l'allonge d'un mec comme Pavlovich, il suffit qu'il te touche. Enfin, c'est très dur d'évaluer la distance sur un mec comme Pavlovich, qui n'est pas spécialement grand, mais qui a une allonge démesurée. C'est ça. En fait, j'ai noté qu'il a deux manières en fait de réagir sur les attaques de l'adversaire. Soit, en fait, je disais, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il a la bonne manière et la mauvaise manière, tu vois. La bonne manière, c'est que quand il va reculer en se déplaçant avec l'adversaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment rester sur sa posture et il va reculer. Là, c'est la meilleure des manières parce que il garde la posture et en plus, il a un très bon contre en crochet. Tu sais, il recule et il envoie voilà, c'est ça. Soit il contre avec le crochet du bras arrière en check hook, soit il met le crochet du bras arrière. Soit bras avant, soit bras arrière. Donc quand il fait ça, c'est parfait. Parce qu'en plus, il a les sautillements et les déplacements pour pouvoir sortir de l'axe après. Enfin, là-dessus, il est en sécurité, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, la mauvaise manière, c'est ce que tu disais, c'est quand il fait son recul du buste où il est complètement sur les talons. En fait, et quand tu es sur les talons, quand tu es sur le reculeur, tu es sur les talons, tu peux plus te déplacer, c'est fini. Ça ne marche plus. Quand il fait ça, il a les mains vraiment aux hanches. Les mains très basses. Ouais. Et tu sens c'est contre Arlovski. Hein. De toute façon, il en prend. En plus, Arlovski, c'est pareil, c'est un mec qui cogne dur, mais il n'avait pas la longe de. Enfin, je crois pas, j'ai pas regardé, mais je crois pas qu'il avait la longe de Pavlovich. Mais personne n'a la longe de Pavlovich. Et je crois que c'est une allonge quasi similaire à John Jones, si ce n'est pareil. C'est la plus grande allonge de l'UFC, Pavlovich. Ouais. Et tu sens qu'il se fait toucher plusieurs fois, puisque même la dernière fois où il se fait toucher, tu sais, il fait genre, il n'y a rien. Mais si tu dis qu'il n'y a rien, en fait, quand on dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a quelque chose. Ça, sachez-le, en boxe, quelqu'un qui prend un coup, qui fait il n'y a rien, c'est qu'il l'a pris. Il se convainc plus, lui, que son adversaire. Tu vois, enfin, vraiment, c'est ça. Donc, il a pris effectivement ce contre. Et moi, c'est vraiment ma grosse peur. C'est qu'il se fasse, qu'il se fasse toucher avec ça, quoi. C'est que s'il se fait toucher avec les 2,13 m d'allonge de Pavlovich, avec le punch de Pavlovich, ça peut être le début de la fin pour Aspinal. Ouais, même si, en fait, on va tester son menton. Hein. Oui, pour l'instant, il n'a pas eu de faille, hein, son menton. Il n'a jamais été sonné. Hein. Non, parce que quand il tombe contre Volkov, c'est plus un déséquilibre. Tu sais, il envoie un middle, il prend un crochet, mais tu sens qu'il n'est pas sonné du tout, il est déséquilibré. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour sur monsieur Aspinal? Ouais. Alors, pour ce combat? C'est ultra compliqué. C'est ultra compliqué parce que qu'en fait, les deux ont le style qui peut toucher l'autre. Ça veut dire que je vois Aspinal plus rapide, plus complet. Je le vois toucher Pavlovich, mais je le vois aussi se faire cueillir. Et la question, c'est qui va encaisser les frappes de l'autre, en fait. Moi, la question, elle est plus là.
Et bah ouais, moi donc oui, et donc t'as personne? Je vais dire Aspinal. Je vois Aspinal le toucher et arriver à lui faire vraiment mal debout. Mais tout va dépendre de son menton, en fait. Parce qu'il va se faire cueillir, c'est sûr. Mais allez, je mets Aspinal. Aspinal. Bah écoute, moi je vais mettre Pavlovic, mais juste pour une seule chose, c'est pour l'erreur défensive d'Aspinal. S'il fait pas cette erreur-là, je mets Aspinal. S'il reproduit l'erreur dans ce combat-là, je mets Pavlovic. Parce que il va le voir, il a le coup d'œil. Et s'il lui fait une fois, ça passe, peut-être, peut-être. S'il lui fait deux fois, ça passe pas. Il va rusher, il va envoyer un gros overhand. En fait, quand il va avoir la tête en arrière comme ça, il va lui envoyer un overhand. Et en fait, le cheminement qu'il a commencé à faire, c'est Pavlovic qui va le finir. Donc c'est ça. Maintenant, c'est de savoir effectivement s'il a le menton pour accueillir cette frappe et que si ça tombe, en fait, ça va être sa réaction une fois qu'il sera au sol. Tu vois. C'est-à-dire que je dis pas qu'il tombera flush net KO sur cette frappe-là, mais en Attention, tout cas, il éteint pas les gens sur une frappe, Pavlovic. non. Non, non, mais il te met quand même dans un état Ah où, oui, il te met dans un état second, ça c'est sûr. ouais, Mais ouais, c'est derrière, pas un mec qui t'éteint net, tu vois. voilà, Il c'est a, pas une il a, gagne. be- il a besoin de finir au sol. Tu réfléchis à ton existence derrière quand même, hein. Donc, mais quand même, hein, Hitson, il est dur, hein. Tu vois, je pense à son combat contre Curtis Blade. Tu vois, même sur les jabs, tu sens que, tu vois, Curtis Blade, il vacille. On sait que Curtis Blade, il a pas un menton de fou, tu vois, mais quand même, tu sens que chaque frappe, tu fais, oh là là, tu sens que c'est le début de la fin, quoi. Même sur les jabs, tu sens que, oh là là, quand tu les encaisses, ça fait mal. C'est pour ça, on va voir ça. Moi, dans la stratégie, de toute façon, enfin, moi, je vois pas un Aspinal. Enfin, j'espère pas que Aspinal va s'entêter en boxe. Tu vois, c'est trop dangereux. J'espère que, surtout avec, bon, on en parlera tout à l'heure, mais la préparation, quoi, le peu de Ouais, préparation qu'il a eu. ouais. On en parlera dans les à côté. Lutte. Monsieur Pavlovitch, donc lutte inexistante dans ses combats, en tout cas dans ses combats. On ne sait pas si toi tu me disais qu'il était champion Ah, de Russie de Gréco, c'est ça? Non, alors, je sais plus si c'est Sambo ou Greco, en tout cas il en a fait pendant des années. ouais, Je n'ai pas revérifié s'il avait été titré, mais en tout cas il est solide en Greco, il me semble. d'accord, Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'info, mais il me semble que j'avais lu ça, que niveau Greco il était là. Sambo il s'entraîne depuis toujours. ouais. Mais en tout Maintenant, cas, de ce dans les qu'on voit, combats, en tout cas lui offensivement, il n'utilise pas sa lutte sur ses derniers combats. non. Même contre la dernière fois où je l'ai vu essayer d'utiliser sa lutte, c'était contre Overeem. Et ça n'avait pas fonctionné. Tu sais, quand il contrôle Overeem à la cage, il Oui, essaye de l'arracher. Et il descend dans les jambes, ouais, mais ouais, c'est laborieux, quoi. ouais, tu sens que c'est pas ça. Maintenant, défensivement, la seule fois où on l'a vu défendre, là, c'est contre Blades. Et c'est défense de gros poids lourd, quoi. C'est hanche en avant, je te remonte, et puis fin. Je replace mes bras. Tu vois, il n'y a rien de. Techniquement, c'est pas fou. Non, Enfin, c'est techniquement, pas. c'est pas fou. Enfin, moi, je l'ai vu deux fois tenter un double leg et les deux fois, ça n'a pas fonctionné. À la cage, il place ses genoux au corps, il essaie de te remettre dos à la cage, mais j'ai remarqué quand même qu'il avait quand même du mal, hein. Enfin, Overeem le remet à la cage, dos à la cage Oui. systématiquement. Sa takedown de défense, elle n'a pas été vraiment éprouvée, effectivement, sauf contre Curtis Blade, effectivement. Et Et Curtis encore, Blade, éprouvé, enfin, il a tenté une ou deux amenées, quoi. ouais, et justement, c'est ce qu'on lui reprochait, nous, quand on avait vu le combat, c'était de pas s'acharner dessus. Et en même temps, on sait que Curtis Blade, tu vois, Dans la quand crainte il des affronte des punchers. punchers, voilà, quand il affronte des punchers, il est pas libre sur son style, sur son jeu, quoi. Mm. Donc effectivement, c'est pas significatif. Tu sais, quand les gens viennent nous dire, oui, mais Curtis Blade n'a pas réussi à l'amener, donc il a une bonne lutte. Est-ce que Curtis Blade, c'est le meilleur exemple de quelqu'un qui peut t'amener, même si c'est la meilleure lutte peut-être des lourds de l'UFC? Non, Est-ce que non, c'est le meilleur exemple quand il est face à un puncher? Curtis Blade, c'est un excellent lutteur quand il domine le combat, en fait. Ouais. Quand il est en danger, il ne sait pas lutter. Non, parce qu'il a peur. Il a peur de rentrer. Il a peur de rentrer, pas peur de rentrer en lutte, mais peur de rentrer et de prendre un contre, quoi. Non, non, ouais, elle a pas encore été vraiment éprouvée, sa lutte. Donc, et parce qu'il n'y a pas eu le temps qu'on l'éprouve aussi, hein, tout simplement, hein. Enfin, mais par contre, tu sens qu'il n'est pas vraiment stable, hein, parce que tu vois, Overeem qui l'amène au sol en lui mettant un petit fauchage, là, tu sais, ça montre quand même qu'il est pas super stable sur ses appuis, tu vois.
Ouais. Bon, après, le combat, il remonte quand même à pas mal de temps. Et C'est vrai. Un déséquilibre, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Donc, c'est difficile de juger juste sur cette action. C'est ça. Mais si on se base sur le peu qu'on a, sur le peu qu'on a, tu sais que sur une phase au clinch, tu viens, tu le bascules. Bon, potentiellement, il peut tomber. Tu vois. T'en as certains, tu saves. Il y en a certains, tu saves. Il y en a certains, tu sais qu'ils vont reprendre leur appui. Mais lui, il l'a pas montré. En tout cas, on se base sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on a vu, il l'a pas montré. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que comme il n'envoie pas de jambes, finalement, il y a très peu de risques de rentrer, de prendre un genou ou le mec envoie un low kick et tu rentres dedans bêtement. Donc, si tu rentres très bas, logiquement, puisque le seul contre, c'est l'uppercut, si tu rentres très bas, tu peux assez facilement rentrer. Maintenant, l'amener, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, rentrer, c'est possible. Sur un profil comme ça, un single leg peut bien fonctionner. Oui. Tu vois. En fait, c'est le double leg, effectivement, comme tu sens qu'il est quand même. Les hanches, il est massif, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est vrai que on voit beaucoup de gens s'acharner sur le double, alors qu'une jambe, c'est léger, une jambe. Tout le monde peut arracher une jambe. Enfin, à ce poids-là, ils font le même poids, il peut arracher une jambe. Il peut se faire arracher la jambe et se faire déséquilibrer. Donc, ouais, ça peut être une option. Ouais, même si tu rentres sur le double, tu fais transition sur single, tu te relèves avec la jambe, tu viens, tu essaies d'amener. Ou alors, il va se tourner le dos pour défendre. Et là, tu vas lui prendre le dos, tu vas le ceinturer. Tu vois, ça, c'est typiquement ce que peut faire Aspinal, par exemple. Tu vois, donc ça, c'est un chemin qui peut travailler. En tout cas, Aspinal, justement, lui aussi lutte quand même rarement, parce qu'il préfère quand même finaliser en boxe. Il a confiance en sa boxe, donc il préfère boxer. Il a un très beau double leg. Il est très rapide et très puissant. Tu vois, contre Arlovski, tu as vu comment il l'a percuté avec la tête? Enfin, il lui est rentré dedans vraiment en mode bélier. Ça me fait penser un peu au double leg de Galvao. Ouais, c'est ce que j'ai noté. C'est vraiment, c'est le power double. Il faut avoir confiance en ses cervicales. Nous, on peut pas faire ça. moi, je sais que je peux pas faire ça, tu vois. Tu finis ta vie assis, quoi. C'est ça le problème, quoi. Mais moi, ce que j'ai noté, c'est que surtout, il a un timing de fou. Déjà, il ne lutte pas sur ses entrées, il rentre pleine balle. Et ça fait une grosse différence. Tu sais, on le sait en lutte, si tu y vas à fond. Et ça, il y va à fond. Mais en plus, il a un timing de fou. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que même toi, en tant que spectateur, quand tu regardes, tu es surpris quand il rentre. Tu vois, ça va vraiment vite. Tu t'attends pas, il n'y a pas d'appel, ça part. Voilà, ça part. Mais parce qu'en plus, c'est rare. Tu vois, c'est ce que je disais. Donc, si c'était quelqu'un qui avait l'habitude de shooter constamment, tu vois, tu te prépares à ça. Mais vu qu'il est toujours en boxe, qu'il envoie et qu'il shoot vraiment quand. Ce que je disais, c'est vraiment quand il sent que bon, il trouve pas assez rapidement la solution en boxe, il va te shooter en lutte, quoi. C'est vraiment ça. Donc voilà, à la cage, il a un très bon contrôle. Il sait parfaitement exploiter les contrôles de bras de l'adversaire pour frapper sans être contré. Tu sais, les bonnes positions de main, contrer au niveau du biceps. Contrôle le biceps, ouais. Voilà, contrôle au niveau du biceps, tout. Enfin, et vraiment, il sait comment avorter le travail de l'adversaire, mais très en amont. Tu vois, c'est pas en réaction, mais c'est en proaction. Vraiment, il vient, il contre très rapidement. Il sait exactement où placer ses mains. Il a une bonne takedown defense. Il arrive à mettre son bassin loin de l'adversaire. Ça, c'est un truc que j'ai noté, notamment contre Spivak. Et c'est quoi le nom que j'ai écrit? C'est pas grave. Sanjudo, ouais, enfin, je sais plus. Bref, cette personne-là, cette autre, j'ai écrit à la va-vite. Bref, dans les deux cas, j'arrive même pas à me relire. Dans les deux cas, en fait, il met ses hanches très très loin. Tu vois, contre Spivak, il avait conscience que c'est un judoka. Le danger, tu vois. C'est ça. Mais il arrive à peser sur les bras de Spivak en mettant ses hanches loin, mais sans être déséquilibré. Parce que un judoka comme Spivak, tu lui fais ça, normalement, si tes jambes sont très loin de ton corps, bah, petite réaction, petite rotation, tu fais chuter, tu vois. Lui, tu sens qu'il arrive à trouver son équilibre dans cette posture-là. Donc ça montre aussi sa souplesse. Enfin, c'est quelqu'un, on l'a pas dit, mais il a l'air vraiment très souple, tu sais. Donc, on disait qu'il était mobile, mais il est relâché, mais ça se voit aussi dans ses takedown defense. À l'opposé de Pavlovich, qui lui a l'air très raide, je trouve. Ouais. Oui, très raide, très pâteau, effectivement. Ouais. Donc voilà. Bon, après, Pavlovich va pas essayer de l'amener, mais même s'il essayait son double leg, je vois pas Aspinal chuter sur le double leg.
Non. Non, je pense pas. Je pense qu'on peut le dire, hein, l'avantage en lutte sur ce combat, il est à Aspinall. En tout cas, sur le papier. Oui. D'un point de vue technique, effectivement, c'est l'avantage, il est pour lui. Maintenant, comme on a dit, c'est pas deux personnes qui luttent énormément, donc il y a plus de chances. Enfin, ce que j'espère pas pour Aspinall, même si on sait jamais, hein, parce qu'il peut prendre, il peut peut-être prendre le rythme sur Pavlovich, mais en tout cas, le risque est grand. Le risque est très grand. Surtout quand tu sais les aspirations d'Aspinall, quoi, qui veut marquer les esprits. Il peut très bien aller le finir au sol. Ça serait de la même manière, tu vois, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Tu vois, surtout vu la série de victoires de Pavlovich, quoi. Justement, on parle du sol. Le sol de Pavlovich, 0 sol. 0 sol. La seule fois où on l'a vu au sol, c'est contre Overeem. Quand on dit 0 sol, ça veut dire qu'on ne connaît pas son niveau au sol. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il est nul au sol. Enfin, de ce qu'on a vu, ça remonte. Bah écoute, en tout cas de ce qu'on a vu, effectivement, contre Overeem, il l'a amené, il est resté le dos à plat, il a une garde inoffensive, même très passive. Il a subi, il a laissé passer sa garde très facilement. Enfin, tu sais, en fait, tu lui pliais les jambes, tendre les jambes. Il bougeait pas ses jambes. Il y avait pas de mouvement de hanche pour essayer de suivre. En fait, pour le coup, tu sentais vraiment, c'est l'image que j'ai eue, hein, qu'il était vraiment trop lourd au niveau du corps et qu'il n'arrivait pas à se mouvoir. Il semblait pâteau en fait. Ouais, mais moi je pense que c'est surtout qu'il a pas de technique, quoi. Il sait pas quoi faire. Moi, sincèrement, ceux qui nous vendent qu'il a une bonne lutte et un bon sol et que le jour où il va le montrer, on le verra, tu sais. Bah, en tout cas, sur ce combat-là, j'ai rien vu. Et après, il a subi le grand endpoint. Alors, effectivement, Overeem frappe comme une mule et la première qu'il a mis, elle a résonné jusqu'à mon salon. Mais il s'est tout de suite retourné. Il a encaissé le grand endpoint. Il n'y a eu aucune réaction, il n'a pas essayé de coller Overeem pour justement essayer de minimiser la puissance de ses frappes parce que il prend cette frappe-là aussi, cette frappe lourde, parce que il n'y a aucune réaction. À partir du moment où Overeem il descend, je pense qu'il a eu un temps d'attente Overeem pour voir ce qu'il allait se passer. Ouais, il a compris qu'il se passait rien. Que même lui était surpris en fait, tu vois. Oui. Il était vigilant sur le passage et puis quand il a vu que il y avait même pas de up kick, il y avait rien du tout. Exact, c'est ça. J'accélère. C'est le mec même au sol ne kick pas. Ouais. Au diable les appuis, c'est ça. Et donc effectivement, parce que quand Overeem il descend, il peut très bien lui venir s'asseoir, tu sais, parce qu'il était quand même dans une position, il tournait juste un peu ses hanches, il venait s'asseoir, il cassait la distance. À ce moment-là, il prenait pas cette grosse frappe, quoi. Il était quasiment à la cage, donc il pouvait même s'aider de la cage pour se relever. Enfin, il y avait plein de choses à faire. Ouais, non, c'est clair. Donc non, moi, quand je dis 0 sol, c'est parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, mais parce que de ce qu'on a vu, pour moi, il n'y a rien. Il n'y a pas de sol. Si Aspinall l'amène au sol, pour moi, c'est fini le combat. Sur le dos, en tout cas. Ouais. Mais même s'il l'amène au sol. Je pense, vu les transitions d'Aspinall, vu comment il a une faculté à prendre le dos, vu comme. Non, je pense que c'est fini. D'ailleurs, Aspinall, bon sol. Rapide justement sur ses prises de position suite à la lutte. Donc, on a vu le dos pour Arlovski et tout de suite en plus enchaîné avec l'étranglement rear naked choke dans la foulée. La montée contre Alan Bodo avec le grand endpoint. Tu sais, dès qu'il a amené au sol, boum, montée, grand endpoint. Pourtant, Alan Bodo, tu vois, bon, et Arlovski aussi. Enfin, Arlovski, il est pas nul au sol, tu vois, pour le coup. Donc, Alan Bodo, il est fort. Ah non, mais Alan Bodo. Non, mais t'as dit pourtant Alan Bodo. Non, j'ai dit pourtant Alan Bodo. Non, mais j'ai arrêté après. J'ai pas été au bout. Lui non plus d'ailleurs. Il a pas été au bout. Je connais pas son niveau au sol. Non, je sais pas. Ouais, j'ai pas. C'est pour ça que je me suis arrêté parce qu'en fait, j'allais dire un truc que j'ai pas d'informations. Non, en fait, on taquine, mais j'ai pas regardé. Arlovski, ouais, il est solide quand même. Arlovski, il est solide, mais il s'est fait prendre le dos en 2 secondes. Il s'est fait étrangler en 2 secondes. Il s'est fait surprendre par l'âme de sol en fait. Oui. Justement, tu vois, il s'y attendait tellement pas qu'il l'a percuté, il l'a ramené jusqu'à la cage et c'était trop tard. Il y avait déjà l'étranglement de placé. C'est ça. Quand on sait en plus que le sol d'Aspinall est bien meilleur depuis qu'il s'est fait opérer du genou. En tout cas, c'est ce que lui dit, mais qu'il avait des mouvements qu'il ne pouvait pas faire. Et ça, je veux bien le croire parce que pour avoir les genoux en vrac, effectivement, tu réfléchis à ce que tu fais quand tu veux actionner quelque chose, tu réfléchis à ce que tu vas faire pour que ton genou soit pas impacté par ce que tu veux faire. C'est-à-dire, je dis un exemple tout bête. Là, mon genou il a craqué dimanche, je fais plus de knee slide.
Tu vois, parce que si je fais un knee slide, je sais que l'angle de mon genou va faire que soit je vais aggraver ma blessure, soit je vais me faire très mal. Donc, je vais aller chercher la quarter monte, tu vois, la demi-monte. Tu vois, c'est plutôt, tu vois, dans ces réflexions-là. T'es Là, limité dans visiblement, tes choix. c'est ça. Là, visiblement, il n'est plus limité dans ses choix, donc ce qui va encore améliorer son sol. Quand il est en grand endpoint, il utilise beaucoup ses coudes au sol. Il a un grand endpoint ultra agressif. Que ce soit quand il touche les mecs debout et qu'il doit les finir, tu vois, là, tu sens que tu n'as plus d'options, en fait. Il va vraiment t'enchaîner. Mais sur toutes les positions après au sol, il est ultra agressif. Comme tu as dit, les coudes, les coudes, les coudes, les coudes. Ouais. Et quand il est dans la demi-garde, au-dessus, il frappe en fait pour faire remonter les bras. Tu sais, il frappe fort pour que tu remontes tes bras et ensuite il t'attaque sur la kimura. C'est quelque chose qui fait beaucoup, notamment Volkov. Hein. Volkov, il lui a arraché le bras, mais il lui a pas mis la kimura classique, c'est-à-dire que Volkov Il lui met le justement bras tendu. c'est ça, comme il a tendu son bras parce qu'il a de la longe et il s'est dit, bah, vu que je suis grand, en fait, c'est ça dans la logique. Je suis grand, je tends mon bras, il me ramènera jamais en kimura, qu'à cela ne tienne. Tu viens, tu te places en fait avec le bras tendu et tu remontes. Et ça, il l'a très bien fait, le bras le plus haut possible vers la tête. En fait, plus tu vas remonter le bras vers l'épaule et plus ça va créer du levier sur le coude. En fait, moins le coude sera proche du sol. Ce qui fait que tu peux avoir ton levier pour faire la clé de coude, ce qu'il a super bien fait et il l'a finalisé comme ça. Donc franchement, même au sol, tu sens que c'est clair. Tu vois qu'il a la technique, qu'il a le potentiel pour finaliser au sol, Ouais, quelle que soit la soumission. Tu sens qu'il ne s'acharne pas en plus. Tu vois, j'aime bien ces profils-là. C'est pas le mec qui va prendre une soumission et qui va plus la lâcher pendant je sais pas combien de temps. Il a suffisamment de niveau et d'expérience pour savoir si elle va passer ou pas. Il est ceinture noire, je crois. Ouais, il est ceinture noire. Contre Volkov, justement, il attaque une première Kimura à un moment quand ils sont proches de la cage. Il essaye de tirer une fois, deux fois. Il voit que ça lâche pas, il lâche tout. Il passe à autre chose. Il s'acharne pas. Non, parce qu'il sait qu'en plus, il peut varier entre son grand endpoint et ses soumissions. Donc ça, c'est une grosse force pour lui. C'est vraiment une grosse force pour lui. Pour ce combat, on est d'accord, Aspinal. Bah oui. De toute façon, il n'y a que lui on a de la matière que sur lui. Donc, et puis Ouais, et même, puis je te dis, sur le au peu de sol, il est matière qu'on a au-dessus. sur l'autre, voilà. Les à côté. Donc, le plus gros à côté qu'il y a pour cet événement-là, c'est Aspinal en short notice à 2 semaines. Donc lui, pour le coup, il accepte ce combat-là. Alors, il savait, il avait appelé Pavlovich. Hein. Donc, est-ce qu'il commençait déjà dans sa tête à l'analyser, à le préparer et tout ça? Bon, ça, on ne le sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que par contre, il a vraiment été appelé à 2 semaines. Là, il y avait pas de. C'est pas quelque chose que tu peux anticiper la blessure de John Jones. Donc, le seul qui lui était déjà en préparation parce que backup, c'était Pavlovich. Donc lui, on savait que c'était le Pavlovich le Pavlovich du combat. Non, le backup du combat. Donc, on le sait depuis très longtemps. Donc lui, il s'entraîne depuis, il peut s'entraîner depuis très longtemps parce que c'est pas une découverte pour lui. On va voir. Ça a l'air de beaucoup motiver Aspinal d'avoir ce combat justement en short notice. Ouais. Donc, à voir ce que ça va donner, le jour J. Je me dis l'avantage des poids lourds. On sait que dans un short notice, ce qui est le plus important, on va dire que c'est la perte de poids. C'est un des gros problèmes. Parce que finalement, tu te concentres que sur ça quand tu es en short notice. Spinal, logiquement, il ne devrait pas avoir énormément de poids à perdre. Je ne sais même pas s'il en a à perdre, tu vois. Je suis pas Est-ce sûr. que c'est un mec qui fait plus de 120 kilos? C'est possible parce que c'est un gros poids lourd quand même. Les deux, c'est des gros poids lourds. Il doit être à 118, 117 à Spinal. Je vais te dire ça. C'est sur non, c'est pas celle-là. Sur la carte de l'UFC, ils mettent le poids, non, 116 kilos. 116. Les deux, 116 kg 6 pour Pavlovich, 116 kg 1 pour Thomas Spinal. Alors, je sais pas sur quoi il se base parce que chez les poids lourds, autant je comprends dans les autres catégories, puisque tu vois, c'est 93, mais chez les poids lourds, tu sais, ils mettent un poids, je pense que c'est une moyenne du poids qu'ils ont l'habitude de faire peut-être, tu sais, le jour J. Donc, 116 kilos. 116 kilos. Donc, ils font le même poids. Ouais. En tout cas, je pense pas qu'il cut énormément. Ouais. Donc, déjà, il y a ça qui se retire. Donc, finalement, c'est quel est l'état de forme actuel, en sachant que je pense qu'il s'entraîne quand même tout le temps. Oui. Et que, comme il call out un peu tout le monde, tu sais, il avait call out Cyril, etc., je pense qu'il se tient prêt quand même
en cas d'appel. Donc, à mon avis. Oui, parce que tu peux pas faire des call-out et puis derrière dire non, laissez-moi 2 mois. Tu vois oui. Non, si tu fais un call-out, c'est que tu te sens prêt de partir tout de suite. Donc, je pense qu'il est plus ou moins prêt. Après, c'est d'un point de vue stratégique. Tu n'as pas vraiment le temps de bosser sur un truc spécifique, mais bon. Vu son profil, étant un combattant quand même ultra complet, je pense qu'il peut s'adapter plus ou moins à tous les profils, tu vois. Oui, et puis travailler un truc spécifique. Pavlovich, t'as pas 1 milliard de choses à gérer, tu vois, dans ces combats. C'est un style qui est quand même assez unidimensionnel, quoi, tu vois. Donc bon, t'as pas besoin de 8 mois pour préparer une stratégie contre lui. Non, mais tu sais, ne serait-ce que trouver déjà un mec qui a la même allonge que lui, ça court pas les rues, tu sais, s'habituer à la distance, etc. Oui. C'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt ça. Mais après, d'un point de vue stratégique proprement dit, game plan, enfin, il n'y a pas 1 milliard de choses à faire. Hein. Ouais. Moi, honnêtement, les deux vont s'avancer l'un contre l'autre, tu vois, l'un sur l'autre. C'est celui qui va faire reculer l'autre, tu vois. Mais en fait, c'est le plus puissant qui va faire reculer l'autre parce que je pense que, comme je t'ai dit, les deux vont se toucher. Ouais. Les deux vont se toucher et il y en a un qui va sentir qu'il va devoir reculer, tu vois. Sauf si, je réfléchis comme ça, Aspinall, il a la possibilité là, des déplacements. Donc moi, je serais lui déjà, je ne resterais pas justement dans cette guerre de tranchées où chacun essaie de faire reculer l'autre. Moi, je me déplacerais, tu vois, par exemple avec son jab, à venir piquer et justement, en fait, le ramener à la cage, mais plus dans le déplacement plutôt que dans le fait de vouloir le faire reculer, tu sais, où c'est force contre force. Donc, j'essaierai de l'amener petit à petit, de le cadrer, tu vois, avec des frappes, front kick et tout ça, parce que vu que t'as moins d'allonge, donc j'utiliserai beaucoup le front kick, low kick, tu vois, à distance. Je casserai ses appuis, je resterai en fait à le piquer jusqu'à ce que je puisse l'amener à la cage. Quand je suis à la cage, hop, petit contrôle. Je descends, vu qu'il contrôle très bien en plus à la cage. Je descends single leg, j'amène. Ou même rentrer double leg fort. Hein. Je pense que Pavlovich il tombe. Hein. Donc rentrer, en fait, venir toucher en boxe et puis d'un coup d'un seul boom, il plonge dans les jambes. En tout cas, moi je vois la lutte. Il faut qu'il lutte. Après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va l'éteindre debout. Mais c'est un risque potentiel. Moi, je vois plus la finalisation au sol. En tout cas, si je suis coach d'Aspinal, je joue un max sur pardon. Je joue un max sur les déplacements d'Aspinal et sur son côté rapide en lutte, quoi. Tu sais d'exploser sur la lutte. Tu shootes, dès que c'est possible, tu shootes. Mais oui, dès que c'est possible, tu shootes pendant que tu es encore frais parce que tu sais que tu es un short notice et que tu n'as peut-être pas la caisse. Donc tu fais ça allez, tu fais première partie du round, déplacement, milieu de premier round, tu shootes. Enfin, dès que tu sens l'opportunité, dès que tu sens que Pavlovich commence à s'agacer un petit peu et commence à rusher un peu plus, t'en profites pour rentrer en contre, boum, tu l'amènes au sol. Une fois que tu l'as amené au sol, ça y est, c'est cadeau. Ouais. Oui, je pense que c'est la stratégie la plus intelligente à mettre en place. Ouais. Donc, à voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. Vraiment, j'ai hâte de voir ce combat. De voir, en fait, la suite pour cette catégorie aussi, tu sais. Ouais, bah, de toute façon, c'est les deux mecs qu'on parle depuis des années, là. Depuis quelques années, là. Sur ces dernières années, c'est les deux vraiment qu'on espérait voir au top et ils y sont. Donc, non, sportivement, c'est un super combat. Hein. Moi, j'ai toujours ce combat, tu sais, de toute façon, rêvé de voir Cyril Gane contre Aspinal. Donc, j'espère qu'Aspinal va gagner. J'espère que Gane va remporter son duel contre un éventuel Almeida. On en parlera en fin de semaine. Pour que potentiellement on puisse avoir enfin ce choc entre les deux jeunes loups, les deux poids lourds 2.0, tu sais, qui nous sont vendus comme ça depuis un moment. Et je veux voir ce combat, j'en démords pas. Et donc j'espère que les planètes vont s'aligner pour qu'on puisse le voir, quoi, un jour ou l'autre. Ouais. Tu me donnes ton prono? Alors, pronostic, il est très serré. Vraiment, pour moi, c'est très serré. J'ai mis un pourcentage. Donc, 55% pour Aspinal, TKO au sol au premier round. 45% Pavlovich, KO, premier round aussi. J'ai du mal à voir ce combat aller plus loin que le premier round, sauf si stratégiquement, Aspinal fait durer parce qu'il veut l'user, le fatiguer. Donc ça, voilà. Mais si jamais il arrive à l'amener au sol, pour moi, c'est fini.
c'est fini. Maintenant, s'il fait le con et qu'il fait son retrait de buste là, ça peut être aussi fini de ce côté-là. Donc très très serré le pronostic. Et toi? Et moi je vois Spinal aussi. Pareil, TKO, premier round. Donc ça va dans les codes de Paris, l'annonce. Maintenant, attention, il ne faut pas enterrer Pavlovich trop vite. Hein. Puis quand tu es sur une série de victoires comme ça, tu sais, tu as ce truc où tu te sens, sur un nuage. C'est la terreur de la KT. Non, mais les deux, de toute façon, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Oui, sauf que sur le papier. Aspinal, il la compte pas comme une défaite. Lui, psychologiquement, il la compte pas comme. Et personne ne le compte comme une défaite. Oui, bien sûr. Contre Blades. Donc, lui aussi est sur une grosse série de finish au premier round. Donc, ouais, et puis avec une envie forte de remarquer les esprits après son opération. Non, c'est vrai. Ça va être. Il n'y aura pas de problème de confiance, en fait, dans ces deux combats-là. Dans ces deux adversaires-là. Ouais. Non, pour moi, le mec qui remporte ce combat-là, potentiellement, il va régner un petit moment sur la KT des lourds. Je pense qu'en fait, en voyant ce qu'il y a derrière, je me dis qu'ils peuvent battre le record de Stipe. Ouais. Même avec un retour de John Jones? Ouais, parce que je vois pas John Jones prendre un de ces gars-là pour son combat de retour. J'ai beaucoup de mal à y croire. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il avait l'air quand même assez confiant là, ces derniers temps. C'est confiant dans son jeu en lourd, confiant dans le fait qu'il était en train de continuer à progresser avec un Gordon Ryan. Tu vois, tu sais, il pourrait tenter. Il sait qu'il a pu, enfin, si, il a à perdre sa legacy, mais il veut pas perdre John Jones. Ouais. Mais justement, est-ce que tu perds pas aux yeux des gens si tu n'affrontes pas ces personnes-là? Tu vois, si tu fais ton retour, tu peux pas faire un retour sans les affronter eux. C'est pas possible. Et ça sera le champion intérimaire contre le champion, de toute façon. Donc tu peux pas faire un retour sans les affronter eux. Et si jamais tu dis à la fin, oui, je reviens pas, c'est un peu comme une défaite quand même. T'as refusé le combat. Ouais, mais bon, t'as refusé le combat, t'as quasiment 40 ans. Je n'en tiendrai pas ailleurs, franchement. Moi non plus. Mais il y en a beaucoup qui remettent en question encore et toujours le fait que potentiellement ça soit le GOAT. Mais il y a toujours des gens qui remettront en question tout, de toute façon. Mais dans ce cas-là, les mecs, ils combattent jusqu'à 60 ans, alors. Ouais. Ah ouais. Écoute, on verra de toute façon. Mais bon, en tout cas, là, l'avenir de la catégorie se dessine. On en parlera un peu plus pendant l'épisode d'actu. On verra. Ouais. Eh bien, mes chers amis, c'est l'épisode le plus court en analyse pronostique qu'on a jamais fait. On va pas le faire traîner en longueur pour le faire traîner en longueur. Donc, on va vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Donnez-nous votre pronostic en commentaire. N'hésitez pas. Mettez les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, la cloche de notification pour ne rien rater de la multitude d'épisodes qu'on vous sort en ce moment, parce qu'on essaye d'être assez actif. Exactement. Et puis là, il y en a un autre qu'on va enregistrer tout à l'heure, donc parce qu'il y a le main event qu'on doit analyser. Donc, on essaie de vous fournir pas mal de contenu. Merci à tous. Merci encore à cette communauté extraordinaire qu'on a. On ne le dira jamais assez. Merci à Carlito Johnson pour justement tout le titrage à chaque fois. Oui. Franchement, c'est top que j'ai. Bah oui, les titres ils sont magiques. Je lui ai dit en commentaire de son dernier justement commentaire avec la titrologie. Franchement, j'adore. Même les titres bonus là, tu sais, c'est franchement tu me régales à chaque fois que tu mets un titre bonus. Donc franchement c'est top. Et j'épingle ça. Donc pour ceux qui m'ont demandé que ça serait bien que ça soit fait, regardez les commentaires parce que j'épingle quand il les fait, je les épingle en commentaire prioritaire. Donc voilà, c'est juste en dessous des vidéos. Il y a juste le delta, le temps voilà, hein, et il fait ça gracieusement et bénévolement. Donc vous n'allez pas lui demander non plus de le sortir tout de suite instantanément. On lui laisse le temps. Merci à lui déjà de le faire. Franchement, c'est vraiment super. Et donnez-nous votre avis sur la nouvelle intro que tu vas mettre en place. Je sais qu'il est content. Intro et outro. Donc outro, c'est la vidéo de fin. Et effectivement, donc j'en avais marre de voir cette image fixe qui durait pendant 20 secondes. Donc effectivement, j'ai été un peu
en fait, j'ai un peu galvanisé par Adèle qui nous donne aussi de son temps avec les vignettes, avec là, on va essayer d'améliorer aussi le packaging de la vidéo. Donc ça, c'est pas à gagner parce que OBS là qui m'a donné, j'ai du mal à mettre le nez dedans. Enfin, je comprends rien. Je comprends rien. Franchement, mes limites sont là. Bon, après les tutos, on va mettre ça sur la faute des tutos. Les tutos sont pas très bons. Donc, mais je vais y arriver. Et quand je vais y arriver, les gars, on va encore changer, on va encore passer une catégorie parce que on va avoir le vignettage autour de nous et tout ça avec le nom du podcast, de quoi on parle et tout ça. On va essayer de faire un truc carré. Donc merci parce qu'il nous aide énormément Adèle à ça et ça m'a motivé à faire justement cette intro et cette outro qu'on aurait dû faire déjà depuis très longtemps. Acteur studio, faut préciser. Acteur studio. Non, franchement, vous nous donnerez votre avis. Là, ouais, non, là, Oscar, César, tout ce que tu veux. 7 d'or, les Raymond d'or aussi, c'est surtout les Raymond d'or. Ça, je sais pas si vous connaissez, mais ce serait plutôt cette catégorie-là, je pense. En tout cas, donnez-nous votre avis, effectivement, sur ce que vous en pensez. Bon, allez, on clôture là. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.